Au lieu de nous polariser uniquement sur l'année de 1918 et la fin de la Grande Guerre, nous avons préféré étendre la réflexion à la guerre dans notre zone d'une manière générale, car la guerre est à l'origine de beaucoup d'interrogations. Y a-t-il une raison à la guerre? La guerre est-elle un art? Quels sont les temps de la guerre? La guerre a-t-elle une valeur éthique? Quels sont les temps de la guerre? Faut-il dire guerre ou guerre civile? Faut-il parler des hommes ou des héros? Les horreurs de la guerre sont-elles évitables? Faut-il se résoudre à combattre pour parvenir à délivrer durablement les États de toute tentation belliqueuse? La guerre peut-elle mener à une paix pérenne? Faut-il voir la guerre de loin pour mieux la représenter et la comprendre? La guerre est-elle la grande protectrice de la civilisation? La guerre est-elle encore aujourd'hui une affaire d'État? Ou plutôt une affaire de réseaux sociaux? Une affaire individuelle? Notre colloque « Guerre et paix dans l'Indienne Océanie de l'Antiquité à nos jours » est là pour se demander si une préhistoire de la guerre et de la paix est à faire dans notre zone indienne océanique aux périodes antiques et médiévales. Celle-ci doit permettre de distinguer certains acteurs, sans doute des États musulmans, l'Empire chinois, voire des royaumes indiens, certains enjeux, la traite des esclaves, le commerce des biens, certaines régions de tension. Cette préhistoire doit être suivie d'une proto-histoire dont le début se situerait avec la survenue des Portugais à la fin du XVe siècle, à la suite de Vasco de Gama, et qui traduit l'intrusion des puissances européennes dans la zone. L'histoire des conflits et des paix devient plus lisible à partir du XVIIe siècle, lorsque les Anglais et les Français y déploient leurs conquêtes et leur rivalité coloniale. La transition avec la période précédente s'est faite avec l'installation de pirates, chassés de la Caraïbe par la marine britannique pour les menaces qu'ils font peser sur la navigation et le commerce. Ils l'ont aussi été pour leurs idées égalitaires et libertaires, un danger pour l'Église et la couronne. Dès lors, les frères de la côte pratiquent leurs doubles activités dans le sud-ouest de la zone, autour des Mascareignes, des Seychelles et de Madagascar. Action de guerre sous forme d'abordage et de pillage, action de paix par l'établissement de la République de Libertalia sur la Grande Île, selon Daniel Defoe. Introducteur de la guerre moderne, il aurait ainsi été aussi de la paix. Toujours est-il que dans cette zone où les principaux échanges commerciaux passent désormais par le canal du Mozambique ou le long de la côte orientale de Madagascar, l'île de France et l'île Bourbon, composant l'archipel des Mascareignes, se trouvent promues. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elles sont fréquentées par de nombreux navires venant de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, Madagascar, Mozambique, et l'Asie, Inde, Chine, car situées au carrefour de voies commerciales ouvertes par les différentes compagnies des Indes, hollandaises, anglaises et françaises. Les rivalités entre ces puissances, si elles épargnent la guerre à ces îles jusqu'au début du XIXe siècle, débouchent sur 2 périodes d'affrontement. La guerre de 7 ans, 1756-1763, que les Anglais dénomment French and Indian War, la guerre contre les Français et les Indiens, et le principal conflit du XVIIIe siècle, se déroulant sur le continent européen, mais aussi en Amérique, en Afrique, aux Indes et sur les mers, en impliquant toutes les grandes puissances européennes. Cette guerre est a posteriori considérée par les historiens comme la première guerre mondiale. Aux Indes, précisément, la situation va se renverser. Alors que les Anglais ne tiennent à l'origine que Bombay, Madras et Calcutta, tandis que les Français, grâce à Dupleix, dominent la moitié du sous-continent, le 23 juin 1757, une armée anglo-indienne commandée par Robert Clive
défait l'armée du Nabab du Bengale, alliée aux Français, à Placé, près de Calcutta. Puis, le 16 janvier 1761, la Lieutenant capitule à Pondichéry, l'un des derniers comptoirs qui restent aux Français, sanctionnant la prédominance britannique et le retrait français. Catastrophique au plan économique pour tous les pays, principalement pour la France et la Grande-Bretagne, la guerre n'en consacre pas moins la supériorité de l'Angleterre en Inde et sur les océans et l'assise européenne de la monarchie française. À la fin du siècle, l'aide apportée par la France aux Provinces-Unies en guerre contre l'Angleterre est le cadre d'autres affrontements qui mettent en évidence la figure du bailli de Suffren épaulé par Saint-Félix, vainqueur des batailles de Providence, Negapatam, Trinquemalé, Gondelour entre 1781 et 1784. La réorientation de la colonisation française vers l'Afrique au XIXe siècle, le confinement des Français aux Comores et à la Réunion, en faisant de l'océan Indien un lac britannique, apaise les conflits dans la zone, alors que les autres puissances ne s'y manifestent pas. Que dire de l'absence des États-Unis, qui avaient pourtant commencé à Madagascar, commercé à Madagascar au début du XIXe siècle, dès lors occupés à la conquête de leur territoire et à l'organisation de leur domination, la guerre de sécession, et bien plus attirés par le Pacifique, Midway, 1856-1867. Faut-il mentionner le mouillage à la mi-décembre 1904 de l'escadron russe de l'amiral Rodjevensky dans la rade de Nosy-Be, en route vers l'Extrême-Orient pour faire la guerre contre le Japon. Oui, car cela préfigure l'inscription de l'océan Indien dans la politique mondiale. D'abord, dans la Première Guerre mondiale qui permet aux États-Unis, absents de l'océan Indien depuis 1865, de faire une entrée sensationnelle. Longtemps ignorée ou occultée par d'autres questionnements dans les études historiques sur ce premier conflit mondial, les recherches présentes redonnent sa place au rôle des colonies et le mettent en lumière. Puis dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, lors de laquelle, avancé par le Sri Lanka, le projet d'un océan sans armes est en 1971 adopté par l'ONU, résolution 2832, visant à faire de l'océan Indien une zone de paix. En pleine guerre froide, ce texte demandait aux grandes puissances d'arrêter le processus d'escalade et d'expansion de leur présence militaire, d'éliminer de cette mer hautement stratégique toutes les bases militaires et de mettre fin à la mise en place d'armes nucléaires. En vain. Aujourd'hui, si l'ex-URSS, qui disputait pourtant à la France la prééminence dans l'océan Indien depuis les années 1970, y apparaît en position de faiblesse, les grandes puissances mondiales, USA en tête, ont transformé les 75 millions de kilomètres carrés de notre océan en un théâtre permanent de coopération militaire active. De la coopération à la concurrence, de la concurrence à l'affrontement, il y a peu de distance et les stratégies se multiplient afin de créer de nouveaux équilibres. L'émergence de l'Inde comme superpuissance régionale, avec des visées stratégiques sur l'océan Indien, consacre l'échec de la déclaration de la résolution de 1832 et relance les rivalités militaires. Mais sur cette ère, par laquelle transite la plus grande partie des flux pétroliers et qui est aussi, sans conteste, le bassin de l'islam, l'influence ancienne de la France et de l'Angleterre est aujourd'hui annulée par la thalassocratie américaine. C'est de Diego Garcia que les États-Unis ont lancé des attaques en Afghanistan, Irak, Soudan. Si l'on en reste pour l'instant au stade des risques, il est bon de noter que le fait que les routes maritimes qui traversent cet océan restent sous domination des puissances extérieures a généré un renouveau de la piraterie. La situation de paix qui prévaut aujourd'hui dans l'océan Indien suite à un passé mal connu et peu étudié pose la question de la polémologie et de l'irénologie. Mais avant de se demander si les guerres sont dans la zone des fins qui se déguisent en moyens, selon le mot du polémologue Gaston Boutoul, et si, comme le pense l'inérologie, devenue la branche la plus interdisciplinaire des études de sécurité associant juristes, politologues, philosophes, sociologues, éthiciens, anthropologues, écologues, les guerres constituent une pathologie sociale devant être éradiquée
avant de déboucher sur cette prospective qu'aborderont certains chercheurs, il faut que les historiens se saisissent du champ. La préhistoire et la protohistoire des conflits et des paix dans la zone requièrent une approche archéologique et anthropologique. Que donneraient les travaux sur les trouvailles d'armes, d'épaves militaires, les fouilles de champs de bataille, celles des fortifications érigées par le pouvoir dans les zones qu'ils pensent devoir défendre? Le désert d'information serait balisé par quelques études originales. Quelle restauration, quelle conservation pour ces vestiges? Nul n'ignore que de nos jours, les fortifications en terre d'islam sont nombreuses à être restaurées. Quels enjeux l'étude, mais aussi la mise en valeur de ce patrimoine révèle. Au-delà de cette observation de la matérialité de l'objet, il faut s'intéresser au savoir-faire en une approche de la culture matérielle des sociétés en guerre. Comment les armes ont-elles été des marques de l'adaptation continuelle des hommes à la guerre? Quels moyens techniques et financiers ont-ils été consacrés aux guerres? Mais il faut aussi appliquer les questionnements de l'histoire culturelle. Quelle culture de guerre propre aux élites militaires et aux armées les guerres ont-elles généré? Quels ont été les effets des conflits sur les populations rurales et urbaines et sur les villes, participant à quelle mise en scène du pouvoir à travers les mobilisations de troupes, les revues militaires, les retours victorieux ou non des armées, les expositions de trophées, les célébrations funéraires et mémorielles consécutives au combat, les destructions, les reconstructions. Si le combat guerrier est largement resté dans la zone une affaire d'hommes, comment les femmes, au-delà des lieux communs, captives, réduites en esclavage et entraînées dans les harems, sont-elles apparues sur les champs de bataille, alimentées, aimées, s'occuper des blessés, des morts ou à l'arrière? Comment l'expérience guerrière au rebours de l'histoire bataille, y compris la New Military History, qui promeut une guerre sans les corps, désincarnée, a-t-elle entraîné, façonné, mutilé, violé, profané les corps, ceux des hommes et ceux des femmes, viol de guerre? À bien des égards, l'étude de la paix fait figure de parent pauvre de l'historiographie contemporaine. Elle n'est pas en tout cas la simple cessation des combats, affrontements, conflits. Le concept ne se laisse pas définir aisément. La tentation existe de ne prendre en compte la paix que dans le cadre des relations diplomatiques, négligeant ce fait qu'elle doit être considérée en tant que processus évolutif d'une part, dans son interaction permanente avec la guerre d'autre part. Une approche des sorties de guerre et de leur ritualisation illustre bien cet entrecroisement incessant de la paix et de la guerre. La paix est d'abord discours, des commerçants qui y trouvent profit, des prêtres qui, au rebours de prédicateurs fanatiques parlant pour la guerre, ont cherché à la promouvoir, édifiant des espaces sacralisés sans guerre, des souverains qui ont pu se poser en garant. En cela, la paix s'avère être la restauration des conditions de possibilité de la parole. État toujours à construire, la paix vise à ramener le conflit guerrier vers le conflit d'objets, c'est-à-dire à restaurer les protagonistes comme sujet de langage. Retrouve-t-on dans la zone les 5 types de paix élaborés par Bruno Diacono, la paix d'hégémonie illustrée aujourd'hui par le paradigme de la Pax Americana, dont les figures historiques sont la Pax Romana, le rôle de la chrétienté médiévale, et la Pax Napoléonica. La paix d'équilibre qui instaure une vision sécuritaire et anti-hégémonique de l'équilibre, un modèle de paix équilibré auquel Roosevelt déclarait en 1945 vouloir mettre fin. La paix fédérative, sous l'égide d'une autorité supérieure qui renvoie à l'abbé de Saint-Pierre et sa proposition de paix pour l'Europe en 1713, critiquée par Rousseau. La paix confédérative à partir des propositions de Kant qui suggère l'établissement d'une communauté d'États souverains, entité légère, mais non politique, et un droit international, l'un des principes de la société des nations. La paix de directoire, où un petit nombre de grandes puissances, modèle oligarchique, s'entendent pour mettre fin à la compétition et pour administrer le système conjointement vers lequel glisse aujourd'hui l'ONU. Théâtre de conflit et de mise en place de paix, quel enjeu l'océan Indien a-t-il été, est-il ou sera-t-il? La pente naturelle de l'étude, de la réflexion, porte de la guerre anthropologique à la guerre politique. Dans ce type de réflexion, mieux vaut éviter la grille idéologique qui désincarne la guerre. Par ailleurs,
La tentative de la résolution 2832 de l'ONU montre qu'un projet global de paix, soutenu par les pays non alignés, mouvement qui avait vu le jour sur les rives de l'océan Indien dans l'Indonésie de Sukarno et l'Inde de Nehru, a pu tenter de dessiner le futur politique de la zone. Aussi, le colloque, au-delà d'un travail informatif, de découverte et de défrichement, a-t-il pour objectif de comprendre en quoi guerre et paix dans l'océan Indien ont pu être des facteurs de construction ou d'affaiblissement de l'Indienne-Océanie. Telles sont les thématiques soumises à la sagacité des chercheurs dans notre appel à communication et qui seront traitées au cours de ces 2 journées. Je vous souhaite un bon colloque, de fructueux et courtois débats. Merci pour votre attention. Madame la représentante de Monsieur le directeur des archives de La Réunion, Mesdames et Messieurs les enseignants, chères étudiantes et chers étudiants, chers et chers amis, comme l'Association historique internationale de l'océan Indien a eu la profonde tristesse de perdre prématurément à Londres, au début de cette année 2018, un de ses membres les plus actifs, professeur associé au département de French Studies à l'Université de Maurice, Shakuntala Boulel, une grande dame de la littérature comparée qui a participé avec science et talent à la totalité de nos colloques, nous vous prions de vous mettre debout pour observer 1 minute de silence en sa mémoire. C'est avec beaucoup de satisfaction qu'en tant que président de l'Association historique internationale de l'océan Indien, j'ouvre cette séance inaugurale de la Semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie 2018. Chacune de nos manifestations relève du défi. C'est le propre de tout projet. Cette année, plus que toute autre, nous avons pu surmonter les obstacles amoncelés sur notre chemin afin que cet événement se pérennise. Même la conjoncture sociale est venue nous causer bien des soucis. Mais nous sommes là. C'est l'essentiel. Je me dois de présenter mes vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé notre association pour que cette nouvelle édition ait lieu en cette année qui correspond d'une part au 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et d'autre part au 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Cette semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie se déroule généralement en 3 temps. Elle est ponctuée par 3 colloques. Cette année, elle n'en comprend que 2. L'actualité historique oblige. Nos thèmes de réflexion n'ont pas été difficiles à être définis, ils ont été dictés par la nécessité de commémorer ces 2 moments clés de l'histoire nationale. Mais comme nous évoluons dans cet espace indien-océanique, c'est leur impact dans ce champ géographique particulier qui nous préoccupe
au plus haut chef. Notre premier colloque, qui occupe les 2 premières journées de notre semaine, s'intitule « Guerre et paix dans l'océan Indien de l'Antiquité à nos jours ». Il devait se tenir jusqu'à jeudi dernier à la médiathèque Auguste Lacossade de la ville de Saint-André. Compte tenu des problèmes qui se sont posés entre-temps, depuis jeudi dernier, nous avons donc décidé de ne pas aller à Saint-André et de limiter nos déplacements et de rester à Saint-André, à Saint-Denis. Évidemment, comme cet événement devait se dérouler à Saint-André, nous nous tenons de remercier Monsieur le maire, Monsieur Jean-Paul Virapoulet, qui a accepté de soutenir cette manifestation, et nous demandons à Madame Andamaï, qui est ici présente et qui représente la municipalité, de dire à Monsieur le maire combien nous lui sommes redevables et reconnaissants pour sa compréhension et pour l'intérêt qu'il a en outre manifesté pour ce sujet culturel. Nous lui demandons aussi de remercier celle qui a été notre interlocutrice et qui a accompagné notre association dans la mise en œuvre de cette opération. L'adjointe chargée de la politique de la ville, Madame Viviane Payette-Benhamida. Je demande à Madame Andamaï de dire à Viviane merci pour son investissement, son savoir-faire, son efficacité, son dévouement, sa générosité, sa gentillesse. Je n'oublie pas, bien sûr, Madame Annick Andamaï, puisque elle est la cheville ouvrière de la direction culturelle à Saint-André. Sans la compréhension de Monsieur le maire de Saint-André, sans l'appui de ses services, cette manifestation qui vise à favoriser la recherche, à resserrer les liens entre les chercheurs de notre zone et d'ailleurs, à diffuser la connaissance historique de manière la plus large, n'aurait pas pu se tenir. Madame Andamaï, dites bien à Monsieur le maire que l'Association historique internationale de l'océan Indien lui est infiniment reconnaissant et qu'il peut compter sur elle pour les opérations culturelles qu'il compte organiser demain plus qu'hier pour animer la micro-région Est. Merci du fond du cœur aussi aux autres institutions partenaires, l'État, à travers l'ADACOI, les archives départementales, le conseil départemental, le conseil régional, la mairie de Saint-Paul. Nous disons aux chefs ou aux représentants de ces institutions présents ici ce jour de transmettre à leur président, à leur directeur ou à leur maire nos chaleureux remerciements. Je ne dis rien d'autre à leur propos ce jour puisque j'aurai la possibilité de le faire lorsque nous serons à Saint-Denis, donc mercredi dans l'hémicycle du conseil départemental, jeudi dans l'hémicycle du conseil régional et à Saint-Paul, vendredi matin dans le cimetière marin et à nouveau à Saint-Denis samedi à la faculté des lettres. Merci, Monsieur le directeur des archives départementales représenté ici par Madame Lise Di Pietro, d'avoir accepté de nous accueillir dans la précipitation, dans cet amphi, en respectant les règles de l'hospitalité créole. Merci aux associations qui ont, elles aussi, répondu positivement à notre demande d'aide, d'appel au secours, notamment l'association Notre Bien, Notre Mémoire, présidée par Nicole Bigot, qui a accepté d'assurer notre confort, et l'association Quartier Libre
patrimoine océan Indien, présidée par Marilyn Champignol, ici présente. Merci pour votre sens de la solidarité, votre intérêt pour l'essentiel, votre combat pour la sauvegarde du patrimoine, la transmission de la mémoire et de l'histoire. Merci aux enseignants qui ont accepté de prendre un peu de temps sur le peu de temps pour être des nôtres et donner vie à ce projet. Merci à nos habitués des universités de Madagascar, de l'Inde, de France et de la Réunion. Mais je dois exprimer tout de même 3 déceptions. 2 sont directement liées à l'image négative diffusée par les médias depuis 10 jours. Image négative de l'île. Nous remercions Madame la directrice de l'Institut Confucius pour le travail effectué afin que nos collègues de Chine puissent être là. Malheureusement, compte tenu des scènes affligeantes que notre île donne à voir au monde entier et en Chine, les autorités chinoises n'ont pas accepté d'autoriser leurs chercheurs à sortir de leur pays et à mettre leur vie en danger. La deuxième déception, c'est de ne pas avoir à nos côtés le professeur Lucien Belli. Les adhérents de l'AOA, naturellement, se délectaient de pouvoir l'accueillir et de l'entendre, mais la conjoncture en a décidé autrement. Et il sera là quand même parmi nous, parce que il a envoyé son texte et il a demandé à une de ses anciennes étudiantes, qui est parmi nous, donc Indravati Félicité, qui doit faire un exposé, de présenter son texte. Donc, même s'il n'est pas présent physiquement parlant, il sera là, sa voix sera portée par la voix d'Indravati Félicité. Je remercie bien évidemment énormément Indravati, maître de conférence à l'université de Paris 7, d'être là et d'avoir, mais là c'est la fougue de la jeunesse, d'avoir tout mis en œuvre pour être avec nous. Cette manifestation ayant été initiée pour que les étudiants de l'Université de La Réunion puissent se frotter et se limer la cervelle, nous espérons que celles et ceux qui ont compris l'intérêt d'assister aujourd'hui, 26 novembre 2018, et demain 27, d'assister donc à ces séances de travail, en retireront le plus grand profit. Au lieu de nous polariser uniquement sur l'année de 1918 et la fin de la Grande Guerre, nous avons préféré étendre la réflexion à la guerre dans notre zone d'une manière générale, car la guerre est à l'origine de beaucoup d'interrogations. Y a-t-il une raison à la guerre? La guerre est-elle un art? Quels sont les temps de la guerre? La guerre a-t-elle une valeur éthique? Quels sont les temps de la guerre? Faut-il dire guerre ou guerre civile? Faut-il parler des hommes ou des héros? Les horreurs de la guerre sont-elles évitables? Faut-il se résoudre à combattre pour parvenir à délivrer durablement les États de toute tentation belliqueuse?
La guerre peut-elle mener à une paix pérenne? Faut-il voir la guerre de loin pour mieux la représenter et la comprendre? La guerre est-elle la grande protectrice de la civilisation? La guerre est-elle encore aujourd'hui une affaire d'État? Ou plutôt une affaire de réseaux sociaux? Une affaire individuelle? Notre colloque, Guerre et paix dans l'Indienne Océanie de l'Antiquité à nos jours, est là pour se demander si une préhistoire de la guerre et de la paix est à faire dans notre zone indienne océanique aux périodes antiques et médiévales. Celle-ci doit permettre de distinguer certains acteurs, sans doute des États musulmans, l'Empire chinois, voire des royaumes indiens, certains enjeux, la traite des esclaves, le commerce des biens, certaines régions de tension. Cette préhistoire doit être suivie d'une proto-histoire dont le début se situerait avec la survenue des Portugais à la fin du XVe siècle, à la suite de Vasco de Gama, et qui traduit l'intrusion des puissances européennes dans la zone. L'histoire des conflits et des paix devient plus lisible à partir du XVIIe siècle, lorsque les Anglais et les Français y déploient leurs conquêtes et leur rivalité coloniale. La transition avec la période précédente s'est faite avec l'installation de pirates, chassés de la Caraïbe par la marine britannique pour les menaces qu'ils font peser sur la navigation et le commerce. Ils l'ont aussi été pour leurs idées égalitaires et libertaires, un danger pour l'Église et la couronne. Dès lors, les frères de la côte pratiquent leurs doubles activités dans le sud-ouest de la zone, autour des Mascareignes, des Seychelles et de Madagascar. Action de guerre sous forme d'abordage et de pillage, action de paix par l'établissement de la République de Libertalia sur la Grande Île, selon Daniel Defoe. Introducteur de la guerre moderne, il aurait ainsi été aussi de la paix. Toujours est-il que dans cette zone où les principaux échanges commerciaux passent désormais par le canal du Mozambique ou le long de la côte orientale de Madagascar, l'île de France et l'île Bourbon, composant l'archipel des Mascareignes, se trouvent promues. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elles sont fréquentées par de nombreux navires venant de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, Madagascar, Mozambique, et l'Asie, Inde, Chine, car situées au carrefour de voies commerciales ouvertes par les différentes compagnies des Indes, hollandaises, anglaises et françaises. Les rivalités entre ces puissances, si elles épargnent la guerre à ces îles jusqu'au début du XIXe siècle, débouchent sur 2 périodes d'affrontement. La guerre de 7 ans, 1756-1763, que les Anglais dénomment French and Indian War, la guerre contre les Français et les Indiens, et le principal conflit du XVIIIe siècle, se déroulant sur le continent européen, mais aussi en Amérique, en Afrique, aux Indes et sur les mers, en impliquant toutes les grandes puissances européennes. Cette guerre est a posteriori considérée par les historiens comme la première guerre mondiale. Aux Indes, précisément, la situation va se renverser. Alors que les Anglais ne tiennent à l'origine que Bombay, Madras et Calcutta, tandis que les Français, grâce à Dupleix, dominent la moitié du sous-continent, le 23 juin 1757, une armée anglo-indienne commandée par Robert Clive défait l'armée du Nabab du Bengale, alliée aux Français, à placer près de Calcutta. Puis, le 16 janvier 1761, la Little Endal capitule à Pondichéry, l'un des derniers comptoirs qui restent aux Français, sanctionnant la prédominance britannique et le retrait français. Catastrophique au plan économique pour tous les pays, principalement pour la France et la Grande-Bretagne, la guerre n'en consacre pas moins la supériorité de l'Angleterre en Inde et sur les océans et l'assise européenne de la monarchie française. À la fin du siècle, l'aide apportée par la France aux Provinces-Unies en guerre contre l'Angleterre est le cadre d'autres affrontements qui mettent en évidence la figure du bailli de Suffren épaulé par Saint-Félix, vainqueur des batailles de Providence, Negapatam,
Trinquemallet, Gondelour entre 1781 et 1784. La réorientation de la colonisation française vers l'Afrique au XIXe siècle, le confinement des Français aux Comores et à la Réunion, en faisant de l'océan Indien un lac britannique, apaise les conflits dans la zone, alors que les autres puissances ne s'y manifestent pas. Que dire de l'absence des États-Unis, qui avaient pourtant commencé à commercer à Madagascar au début du XIXe siècle, dès lors occupés à la conquête de leur territoire et à l'organisation de leur domination, la guerre de sécession, et bien plus attirés par le Pacifique, Midway, 1856-1867. Faut-il mentionner le mouillage à la mi-décembre 1904 de l'escadron russe de l'amiral Rodjevensky dans la rade de Nosy-Be, en route vers l'Extrême-Orient pour faire la guerre contre le Japon. Oui, car cela préfigure l'inscription de l'océan Indien dans la politique mondiale. D'abord, dans la Première Guerre mondiale qui permet aux États-Unis, absents de l'océan Indien depuis 1865, de faire une entrée sensationnelle. Longtemps ignorée ou occultée par d'autres questionnements dans les études historiques sur ce premier conflit mondial, les recherches présentes redonnent sa place au rôle des colonies et le mettent en lumière. Puis dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, lors de laquelle, avancé par le Sri Lanka, le projet d'un océan sans armes est en 1971 adopté par l'ONU, résolution 2832, visant à faire de l'océan Indien une zone de paix. En pleine guerre froide, ce texte demandait aux grandes puissances d'arrêter le processus d'escalade et d'expansion de leur présence militaire, d'éliminer de cette mer hautement stratégique toutes les bases militaires et de mettre fin à la mise en place d'armes nucléaires. En vain. Aujourd'hui, si l'ex-URSS, qui disputait pourtant à la France la prééminence dans l'océan Indien depuis les années 1970, y apparaît en position de faiblesse, les grandes puissances mondiales, USA en tête, ont transformé les 75 millions de kilomètres carrés de notre océan en un théâtre permanent de coopération militaire active. De la coopération à la concurrence, de la concurrence à l'affrontement, il y a peu de distance et les stratégies se multiplient afin de créer de nouveaux équilibres. L'émergence de l'Inde comme superpuissance régionale, avec des visées stratégiques sur l'océan Indien, consacre l'échec de la déclaration de la résolution de 1832 et relance les rivalités militaires. Mais sur cette ère, par laquelle transite la plus grande partie des flux pétroliers et qui est aussi, sans conteste, le bassin de l'islam, l'influence ancienne de la France et de l'Angleterre est aujourd'hui annulée par la thalassocratie américaine. C'est de Diego Garcia que les États-Unis ont lancé des attaques en Afghanistan, Irak, Soudan. Si l'on en reste pour l'instant au stade des risques, il est bon de noter que le fait que les routes maritimes qui traversent cet océan restent sous domination des puissances extérieures a généré un renouveau de la piraterie. La situation de paix qui prévaut aujourd'hui dans l'océan Indien suite à un passé mal connu et peu étudié pose la question de la polémologie et de l'irénologie. Mais avant de se demander si les guerres sont dans la zone des fins qui se déguisent en moyens, selon le mot du polémologue Gaston Boutoul, et si, comme le pense l'inérologie, devenue la branche la plus interdisciplinaire des études de sécurité associant juristes, politologues, philosophes, sociologues, éthiciens, anthropologues, écologues, les guerres constituent une pathologie sociale devant être éradiquée avant de déboucher sur cette prospective qu'aborderont certains chercheurs. Il faut que les historiens se saisissent du champ. La préhistoire et la protohistoire des conflits et des paix dans la zone requièrent une approche archéologique et anthropologique. Que donneraient les travaux sur les trouvailles d'armes, d'épaves militaires, les fouilles de champs de bataille, celles des fortifications érigées par le pouvoir dans les zones qu'ils pensent devoir défendre? Le désir d'information serait balisé par quelques études originales. Quelle restauration, quelle conservation pour ces vestiges? Nul n'ignore que de nos jours, les fortifications en terre d'islam sont nombreuses à être restaurées. Quels enjeux l'étude, mais aussi la mise en valeur de ce patrimoine révèle. Au-delà de cette observation de la matérialité de l'objet, il faut s'intéresser au savoir-faire en une approche de la culture matérielle des sociétés en guerre.
Comment les armes ont-elles été des marques de l'adaptation continuelle des hommes à la guerre? Quels moyens techniques et financiers ont-ils été consacrés aux guerres? Mais il faut aussi appliquer les questionnements de l'histoire culturelle. Quelle culture de guerre propre aux élites militaires et aux armées les guerres ont-elles généré? Quels ont été les effets des conflits sur les populations rurales et urbaines et sur les villes, participant à quelle mise en scène du pouvoir à travers les mobilisations de troupes, les revues militaires, les retours victorieux ou non des armées, les expositions de trophées, les célébrations funéraires et mémorielles consécutives au combat, les destructions, les reconstructions. Si le combat guerrier est largement resté dans la zone une affaire d'hommes, comment les femmes, au-delà des lieux communs, captives, réduites en esclavage et entraînées dans les harems, sont-elles apparues sur les champs de bataille, alimentées, aimées, s'occuper des blessés, des morts ou à l'arrière? Comment l'expérience guerrière au rebours de l'histoire bataille, y compris la New Military History, qui promeut une guerre sans les corps, désincarnée, a-t-elle entraîné, façonné, mutilé, violé, profané les corps, ceux des hommes et ceux des femmes, viol de guerre? À bien des égards, l'étude de la paix fait figure de parent pauvre de l'historiographie contemporaine. Elle n'est pas en tout cas la simple cessation des combats, affrontements, conflits. Le concept ne se laisse pas définir aisément. La tentation existe de ne prendre en compte la paix que dans le cadre des relations diplomatiques, négligeant ce fait qu'elle doit être considérée en tant que processus évolutif d'une part, dans son interaction permanente avec la guerre d'autre part. Une approche des sorties de guerre et de leur ritualisation illustre bien cet entrecroisement incessant de la paix et de la guerre. La paix est d'abord discours, des commerçants qui y trouvent profit, des prêtres qui, au rebours de prédicateurs fanatiques parlant pour la guerre, ont cherché à la promouvoir, édifiant des espaces sacralisés sans guerre, des souverains qui ont pu se poser en garant. En cela, la paix s'avère être la restauration des conditions de possibilité de la parole. État toujours à construire, la paix vise à ramener le conflit guerrier vers le conflit d'objets, c'est-à-dire à restaurer les protagonistes comme sujet de langage. Retrouve-t-on dans la zone les 5 types de paix élaborés par Bruno Diacono, la paix d'hégémonie illustrée aujourd'hui par le paradigme de la Pax Americana, dont les figures historiques sont la Pax Romana, le rôle de la chrétienté médiévale, et la Pax Napoléonica. La paix d'équilibre qui instaure une vision sécuritaire et anti-hégémonique de l'équilibre, un modèle de paix équilibré auquel Roosevelt déclarait en 1945 vouloir mettre fin. La paix fédérative, sous l'égide d'une autorité supérieure qui renvoie à l'abbé de Saint-Pierre et sa proposition de paix pour l'Europe en 1713, critiquée par Rousseau. La paix confédérative à partir des propositions de Kant qui suggère l'établissement d'une communauté d'États souverains, entité légère, mais non politique, et un droit international, l'un des principes de la société des nations. La paix de directoire, où un petit nombre de grandes puissances, modèle oligarchique, s'entendent pour mettre fin à la compétition et pour administrer le système conjointement vers lequel glisse aujourd'hui l'ONU. Théâtre de conflit et de mise en place de paix, quel enjeu l'océan Indien a-t-il été, est-il ou sera-t-il? La pente naturelle de l'étude, de la réflexion, porte de la guerre anthropologique à la guerre politique. Dans ce type de réflexion, mieux vaut éviter la grille idéologique qui désincarne la guerre. Par ailleurs, la tentative de la résolution 2832 de l'ONU montre qu'un projet global de paix, soutenu par les pays non alignés, mouvement qui avait vu le jour sur les rives de l'océan Indien dans l'Indonésie de Sukarno et l'Inde de Nehru, a pu tenter de dessiner le futur politique de la zone. Aussi, le colloque, au-delà d'un travail informatif, de découverte et de défrichement, a-t-il pour objectif de comprendre en quoi guerre et paix dans l'océan Indien ont pu être des facteurs de construction ou d'affaiblissement de l'Indienne-Océanie. Telles sont les thématiques soumises à la sagacité des chercheurs dans notre appel à communication et qui seront traitées au cours de ces 2 journées. Je vous souhaite un bon colloque, de fructueux et courtois débats. Merci pour votre attention.
Madame la représentante de Monsieur le directeur des archives de La Réunion, Mesdames et Messieurs les enseignants, chères étudiantes et chers étudiants, chers et chers amis, comme l'Association historique internationale de l'océan Indien a eu la profonde tristesse de perdre prématurément à Londres, au début de cette année 2018, un de ses membres les plus actifs, professeur associé au département de French Studies à l'Université de Maurice, Shakuntala Boulel, une grande dame de la littérature comparée qui a participé avec science et talent à la totalité de nos colloques. Nous vous prions de vous mettre debout pour observer une minute de silence en sa mémoire. C'est avec beaucoup de satisfaction qu'en tant que président de l'Association historique internationale de l'océan Indien, j'ouvre cette séance inaugurale de la Semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie 2018. Chacune de nos manifestations relève du défi. C'est le propre de tout projet. Cette année, plus que toute autre, nous avons pu surmonter les obstacles amoncelés sur notre chemin afin que cet événement se pérennise. Même la conjoncture sociale est venue nous causer bien des soucis. Mais nous sommes là. C'est l'essentiel. Je me dois de présenter mes vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé notre association pour que cette nouvelle édition ait lieu en cette année qui correspond d'une part au 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et d'autre part au 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Cette semaine de l'histoire de l'Indienne-Océanie se déroule généralement en 3 temps. Elle est ponctuée par 3 colloques. Cette année, elle n'en comprend que 2. L'actualité historique oblige. Nos thèmes de réflexion n'ont pas été difficiles à être définis, ils ont été dictés par la nécessité de commémorer ces 2 moments clés de l'histoire nationale. Mais comme nous évoluons dans cet espace indien-océanique, c'est leur impact dans ce champ géographique particulier qui nous préoccupe au plus haut chef. Notre premier colloque, qui occupe les 2 premières journées de notre semaine, s'intitule « Guerre et paix dans l'océan Indien de l'Antiquité à nos jours ». Il devait se tenir jusqu'à jeudi dernier à la médiathèque Auguste Lacossade de la ville de Saint-André. Compte tenu des problèmes qui se sont posés entre-temps, depuis jeudi dernier, nous avons donc décidé de ne pas aller à Saint-André et de limiter nos déplacements et de rester à Saint-André, à Saint-Denis. Évidemment, comme cet événement devait se dérouler à Saint-André, nous nous tenons de remercier
Monsieur le maire, Monsieur Jean-Paul Vieira-Poulet, qui a accepté de soutenir cette manifestation, et nous demandons à Madame Andamaï, qui est ici présente et qui représente la municipalité, de dire à Monsieur le maire combien nous lui sommes redevables et reconnaissants pour sa compréhension et pour l'intérêt qu'il a en outre manifesté pour ce sujet culturel. Nous lui demandons aussi de remercier celle qui a été notre interlocutrice et qui a accompagné notre association dans la mise en œuvre de cette opération. L'adjointe chargée de la politique de la ville, Madame Viviane Payette-Benhamida. Je demande à Madame Andamaï de dire à Viviane merci pour son investissement, son savoir-faire, son efficacité, son dévouement, sa générosité, sa gentillesse. Je n'oublie pas, bien sûr, Madame Annick Andamaï, puisque elle est la cheville ouvrière de la direction culturelle à Saint-André. Sans la compréhension de Monsieur le maire de Saint-André, sans l'appui de ses services, cette manifestation qui vise à favoriser la recherche, à resserrer les liens entre les chercheurs de notre zone et d'ailleurs, à diffuser la connaissance historique de manière la plus large, n'aurait pas pu se tenir. Madame Andamaï, dites bien à Monsieur le maire que l'Association historique internationale de l'océan Indien lui est infiniment reconnaissant et qu'il peut compter sur elle pour les opérations culturelles qu'il compte organiser demain, plus qu'hier, pour animer la micro-région Est. Merci du fond du cœur aussi aux autres institutions partenaires, l'État, à travers l'ADACOI, les archives départementales, le conseil départemental, le conseil régional, la mairie de Saint-Paul. Nous disons aux chefs ou aux représentants de ces institutions présents ici, ce jour, de transmettre à leur président, à leur directeur ou à leur maire nos chaleureux remerciements. Je ne dis rien d'autre à leur propos ce jour, puisque j'aurai la possibilité de le faire lorsque nous serons à Saint-Denis, donc mercredi dans l'hémicycle du conseil départemental, jeudi dans l'hémicycle du conseil régional et à Saint-Paul, vendredi matin dans le cimetière marin et à nouveau à Saint-Denis, samedi à la faculté des lettres. Merci, Monsieur le directeur des archives départementales représenté ici par Madame Lise Di Pietro, d'avoir accepté de nous accueillir dans la précipitation, dans cet amphi, en respectant les règles de l'hospitalité créole. Merci aux associations qui ont, elles aussi, répondu positivement à notre demande d'aide, d'appel au secours, notamment l'association Notre Bien, Notre Mémoire, présidée par Nicole Bigot, qui a accepté d'assurer notre confort, et l'association Quartier Libre, Patrimoine Océan Indien, présidée par Marilyn Champignol, ici présente. Merci pour votre sens de la solidarité, votre intérêt pour l'essentiel, votre combat pour la sauvegarde du patrimoine, la transmission de la mémoire et de l'histoire. Merci aux enseignants qui ont accepté de prendre un peu de temps sur le peu de temps pour être des nôtres et donner vie à ce projet. Merci à nos habitués des universités de Madagascar, de l'Inde, de France et de la Réunion. Mais je dois exprimer tout de même 3 déceptions. 2 sont directement liées à l'image négative diffusée par les médias depuis 10 jours. L'image négative de l'île,
nous remercions Madame la directrice de l'Institut Confucius pour le travail effectué afin que nos collègues de Chine puissent être là. Malheureusement, compte tenu des scènes affligeantes que notre île donne à voir au monde entier et en Chine, les autorités chinoises n'ont pas accepté d'autoriser leurs chercheurs à sortir de leur pays et à mettre leur vie en danger. La deuxième déception, c'est de ne pas avoir à nos côtés le professeur Lucien Belli. Les adhérents de l'AOA, naturellement, se délectaient de pouvoir l'accueillir et de l'entendre, mais la conjoncture en a décidé autrement. Et il sera là quand même parmi nous, parce que il a envoyé son texte et il a demandé à une de ses anciennes étudiantes, qui est parmi nous, donc Indravati Félicité, qui doit faire un exposé, de présenter son texte, donc même s'il n'est pas présent physiquement parlant, il sera là, sa voix sera portée par la voix d'Indravati Félicité. Je remercie bien évidemment énormément Indravati, maître de conférence à l'université de Paris 7, d'être là et d'avoir, mais là c'est la fougue de la jeunesse, d'avoir tout mis en œuvre pour être avec nous. Cette manifestation ayant été initiée pour que les étudiants de l'Université de La Réunion puissent se frotter et se limer la cervelle, nous espérons que celles et ceux qui ont compris l'intérêt d'assister aujourd'hui, 26 novembre 2018, et demain 27, d'assister donc à ces séances de travail, en retireront le plus grand profit. Au lieu de nous polariser uniquement sur l'année de 1918 et la fin de la Grande Guerre, nous avons préféré étendre la réflexion à la guerre dans notre zone d'une manière générale, car la guerre est à l'origine de beaucoup d'interrogations. Y a-t-il une raison à la guerre? La guerre est-elle un art? Quels sont les temps de la guerre? La guerre a-t-elle une valeur éthique? Quels sont les temps de la guerre? Faut-il dire guerre ou guerre civile? Faut-il parler des hommes ou des héros? Les horreurs de la guerre sont-elles évitables? Faut-il se résoudre à combattre pour parvenir à délivrer durablement les États de toute tentation belliqueuse? La guerre peut-elle mener à une paix pérenne? Faut-il voir la guerre de loin pour mieux la représenter et la comprendre? La guerre est-elle la grande protectrice de la civilisation? La guerre est-elle encore aujourd'hui une affaire d'État, ou plutôt une affaire de réseaux sociaux, une affaire individuelle? Notre colloque, Guerre et paix dans l'Indienne Océanie de l'Antiquité à nos jours, est là pour se demander si une préhistoire de la guerre et de la paix est à faire dans notre zone indienne océanique aux périodes antiques et médiévales. Celle-ci doit permettre de distinguer certains acteurs, sans doute des États musulmans, l'Empire chinois, voire des royaumes indiens, certains enjeux, la traite des esclaves, le commerce des biens, certaines régions de tension. Cette préhistoire
doit être suivie d'une proto-histoire dont le début se situerait avec la survenue des Portugais à la fin du XVe siècle, à la suite de Vasco de Gama, et qui traduit l'intrusion des puissances européennes dans la zone. L'histoire des conflits et des paix devient plus lisible à partir du XVIIe siècle, lorsque les Anglais et les Français y déploient leurs conquêtes et leur rivalité coloniale. La transition avec la période précédente s'est faite avec l'installation de pirates, chassés de la Caraïbe par la marine britannique pour les menaces qu'ils font peser sur la navigation et le commerce. Ils l'ont aussi été pour leurs idées égalitaires et libertaires, un danger pour l'Église et la couronne. Dès lors, les frères de la côte pratiquent leurs doubles activités dans le sud-ouest de la zone, autour des Mascareignes, des Seychelles et de Madagascar. Action de guerre sous forme d'abordage et de pillage, action de paix par l'établissement de la République de Libertalia sur la Grande Île, selon Daniel Defoe. Introducteur de la guerre moderne, il aurait ainsi été aussi de la paix. Toujours est-il que dans cette zone où les principaux échanges commerciaux passent désormais par le canal du Mozambique ou le long de la côte orientale de Madagascar, l'île de France et l'île Bourbon, composant l'archipel des Mascareignes, se trouvent promues. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elles sont fréquentées par de nombreux navires venant de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, Madagascar, Mozambique, et l'Asie, Inde, Chine, car situées au carrefour de voies commerciales ouvertes par les différentes compagnies des Indes, hollandaises, anglaises et françaises. Les rivalités entre ces puissances, si elles épargnent la guerre à ces îles jusqu'au début du XIXe siècle, débouchent sur 2 périodes d'affrontement. La guerre de 7 ans, 1756-1763, que les Anglais dénomment French and Indian War, la guerre contre les Français et les Indiens, et le principal conflit du XVIIIe siècle, se déroulant sur le continent européen, mais aussi en Amérique, en Afrique, aux Indes et sur les mers, en impliquant toutes les grandes puissances européennes. Cette guerre est a posteriori considérée par les historiens comme la Première Guerre mondiale. Aux Indes, précisément, la situation va se renverser. Alors que les Anglais ne tiennent à l'origine que Bombay, Madras et Calcutta, tandis que les Français, grâce à Dupleix, dominent la moitié du sous-continent, le 23 juin 1757, une armée anglo-indienne commandée par Robert Clive défait l'armée du Nabab du Bengale, alliée aux Français, à placer près de Calcutta. Puis, le 16 janvier 1761, la Little capitule à Pondichéry, l'un des derniers comptoirs qui restent aux Français, sanctionnant la prédominance britannique et le retrait français. Catastrophique au plan économique pour tous les pays, principalement pour la France et la Grande-Bretagne, la guerre n'en consacre pas moins la supériorité de l'Angleterre en Inde et sur les océans et l'assise européenne de la monarchie française. À la fin du siècle, l'aide apportée par la France aux Provinces-Unies en guerre contre l'Angleterre est le cadre d'autres affrontements qui mettent en évidence la figure du bailli de Suffren épaulé par Saint-Félix, vainqueur des batailles de Providend, Negapatam, Trinquemalé, Gondelour entre 1781 et 1784. La réorientation de la colonisation française vers l'Afrique au XIXe siècle, le confinement des Français aux Comores et à la Réunion, en faisant de l'océan Indien un lac britannique, apaise les conflits dans la zone, alors que les autres puissances ne s'y manifestent pas. Que dire de l'absence des États-Unis, qui avaient pourtant commencé commercer à Madagascar au début du XIXe siècle, dès lors occupés à la conquête de leur territoire et à l'organisation de leur domination, la guerre de sécession, et bien plus attirés par le Pacifique, Midway, 1856-1867. Faut-il mentionner le mouillage à la mi-décembre 1904 de l'escadron russe de l'amiral Rodjevensky dans la rade de Nosibé, en route vers l'extrême-orient pour faire la guerre contre le Japon. Oui, car cela préfigure l'inscription de l'océan Indien
dans la politique mondiale. D'abord, dans la Première Guerre mondiale qui permet aux États-Unis, absents de l'océan Indien depuis 1865, de faire une entrée sensationnelle. Longtemps ignorée ou occultée par d'autres questionnements dans les études historiques sur ce premier conflit mondial, les recherches présentes redonnent sa place au rôle des colonies et le mettent en lumière. Puis dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, lors de laquelle, avancé par le Sri Lanka, le projet d'un océan sans armes est en 1971 adopté par l'ONU, résolution 2832, visant à faire de l'océan Indien une zone de paix. En pleine guerre froide, ce texte demandait aux grandes puissances d'arrêter le processus d'escalade et d'expansion de leur présence militaire, d'éliminer de cette mer hautement stratégique toutes les bases militaires et de mettre fin à la mise en place d'armes nucléaires. En vain. Aujourd'hui, si l'ex-URSS, qui disputait pourtant à la France la prééminence dans l'océan Indien depuis les années 1970, y apparaît en position de faiblesse, les grandes puissances mondiales, USA en tête, ont transformé les 75 millions de kilomètres carrés de notre océan en un théâtre permanent de coopération militaire active. De la coopération à la concurrence, de la concurrence à l'affrontement, il y a peu de distance et les stratégies se multiplient afin de créer de nouveaux équilibres. L'émergence de l'Inde comme superpuissance régionale, avec des visées stratégiques sur l'océan Indien, consacre l'échec de la déclaration de la résolution de 1832 et relance les rivalités militaires. Mais sur cette ère, par laquelle transite la plus grande partie des flux pétroliers et qui est aussi, sans conteste, le bassin de l'islam, l'influence ancienne de la France et de l'Angleterre est aujourd'hui annulée par la thalassocratie américaine. C'est de Diego Garcia que les États-Unis ont lancé des attaques en Afghanistan, Irak, Soudan. Si l'on en reste pour l'instant au stade des risques, il est bon de noter que le fait que les routes maritimes qui traversent cet océan restent sous domination des puissances extérieures a généré un renouveau de la piraterie. La situation de paix qui prévaut aujourd'hui dans l'océan Indien suite à un passé mal connu et peu étudié pose la question de la polémologie et de l'irénologie. Mais avant de se demander si les guerres sont dans la zone des fins qui se déguisent en moyens, selon le mot du polémologue Gaston Boutoul, et si, comme le pense l'inérologie, devenue la branche la plus interdisciplinaire des études de sécurité associant juristes, politologues, philosophes, sociologues, éthiciens, anthropologues, écologues, les guerres constituent une pathologie sociale devant être éradiquée avant de déboucher sur cette prospective qu'aborderont certains chercheurs. Il faut que les historiens se saisissent du champ. La préhistoire et la protohistoire des conflits et des paix dans la zone requièrent une approche archéologique et anthropologique. Que donneraient les travaux sur les trouvailles d'armes, d'épaves militaires, les fouilles de champs de bataille, celles des fortifications érigées par le pouvoir dans les zones qu'ils pensent devoir défendre? Le désert d'information serait balisé par quelques études originales. Quelle restauration, quelle conservation pour ces vestiges? Nul n'ignore que de nos jours, les fortifications en terre d'islam sont nombreuses à être restaurées. Quels enjeux l'étude, mais aussi la mise en valeur de ce patrimoine révèle. Au-delà de cette observation de la matérialité de l'objet, il faut s'intéresser au savoir-faire en une approche de la culture matérielle des sociétés en guerre. Comment les armes ont-elles été des marques de l'adaptation continuelle des hommes à la guerre? Quels moyens techniques et financiers ont-ils été consacrés aux guerres? Mais il faut aussi appliquer les questionnements de l'histoire culturelle. Quelle culture de guerre propre aux élites militaires et aux armées les guerres ont-elles généré? Quels ont été les effets des conflits sur les populations rurales et urbaines et sur les villes, participant à quelle mise en scène du pouvoir à travers les mobilisations de troupes, les revues militaires, les retours victorieux ou non des armées, les expositions de trophées, les célébrations funéraires et mémorielles consécutives au combat, les destructions, les reconstructions. Si le combat guerrier est largement resté dans la zone une affaire d'hommes, comment les femmes, au-delà des lieux communs, captives, réduites en esclavage et entraînées dans les harems, sont-elles apparues sur les champs de bataille, alimentées, aimées, s'occuper des blessés, des morts, ou à l'arrière? Comment l'expérience guerrière au rebours de l'histoire bataille,
y compris la New Military History, qui promeut une guerre sans les corps, désincarnée, a-t-elle entraîné, façonné, mutilé, violé, profané les corps, ceux des hommes et ceux des femmes, viol de guerre. À bien des égards, l'étude de la paix fait figure de parent pauvre de l'historiographie contemporaine. Elle n'est pas en tout cas la simple cessation des combats, affrontements, conflits. Le concept ne se laisse pas définir aisément. La tentation existe de ne prendre en compte la paix que dans le cadre des relations diplomatiques, négligeant ce fait qu'elle doit être considérée en tant que processus évolutif d'une part, dans son interaction permanente avec la guerre d'autre part. Une approche des sorties de guerre et de leur ritualisation illustre bien cet entrecroisement incessant de la paix et de la guerre. La paix est d'abord discours, des commerçants qui y trouvent profit, des prêtres qui, au rebours de prédicateurs fanatiques parlant pour la guerre, ont cherché à la promouvoir, édifiant des espaces sacralisés sans guerre, des souverains qui ont pu se poser en garant. En cela, la paix s'avère être la restauration des conditions de possibilité de la parole. État toujours à construire, la paix vise à ramener le conflit guerrier vers le conflit d'objets, c'est-à-dire à restaurer les protagonistes comme sujet de langage. Retrouve-t-on dans la zone les 5 types de paix élaborés par Bruno Diacono, la paix d'hégémonie illustrée aujourd'hui par le paradigme de la Pax Americana, dont les figures historiques sont la Pax Romana, le rôle de la chrétienté médiévale, et la Pax Napoléonica. La paix d'équilibre qui instaure une vision sécuritaire et anti-hégémonique de l'équilibre, un modèle de paix équilibré auquel Roosevelt déclarait en 1945 vouloir mettre fin. La paix fédérative, sous l'égide d'une autorité supérieure qui renvoie à l'abbé de Saint-Pierre et sa proposition de paix pour l'Europe en 1713, critiquée par Rousseau. La paix confédérative à partir des propositions de Kant qui suggère l'établissement d'une communauté d'États souverains, entité légère, mais non politique, et un droit international, l'un des principes de la société des nations. La paix de directoire, où un petit nombre de grandes puissances, modèle oligarchique, s'entendent pour mettre fin à la compétition et pour administrer le système conjointement vers lequel glisse aujourd'hui l'ONU. Théâtre de conflit et de mise en place de paix, quel enjeu l'océan Indien a-t-il été, est-il ou sera-t-il? La pente naturelle de l'étude, de la réflexion, porte de la guerre anthropologique à la guerre politique. Dans ce type de réflexion, mieux vaut éviter la grille idéologique qui désincarne la guerre. Par ailleurs, la tentative de la résolution 2832 de l'ONU montre qu'un projet global de paix, soutenu par les pays non alignés, mouvement qui avait vu le jour sur les rives de l'océan Indien dans l'Indonésie de Sukarno et l'Inde de Nehru, a pu tenter de dessiner le futur politique de la zone. Aussi, le colloque, au-delà d'un travail informatif, de découverte et de défrichement, a-t-il pour objectif de comprendre en quoi guerre et paix dans l'océan Indien ont pu être des facteurs de construction ou d'affaiblissement de l'Indian Océanie. Telles sont les thématiques soumises à la sagacité des chercheurs dans notre appel à communication et qui seront traitées au cours de ces 2 journées. Je vous souhaite un bon colloque, de fructueux et courtois débats. Merci pour votre attention.